pour moi, il ne s'agit pas de l'étonnante candidature d'Éric Zemmour. Je ne parlerai pas de celle-ci, sauf peut-être à dire qu'elle fait symptôme aussi. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une chronique sociopolitique de décryptage des temps qui court, on pourrait dire, sur la scène publique qui était paru en fait l'an dernier dans le site internet Délibéré et au moment où il y avait le confinement au début de la pandémie du Covid, et que nous avions lancé aussi à notre manière sur le studio Kalita avec Gérard Rabinovitch pour analyser les discours et les postures des décideurs concernant la gestion en France comme en Israël de cette pandémie. Or, nous reprenons à présent cette chronique, mais élargie à d'autres phénomènes marquants qui se manifestent sur la scène publique internationale et sur la scène médiatique en Europe, au Moyen-Orient, comme en France et en Israël, mais aussi au sein des grandes organisations internationales. Alors, pour dialoguer autour de cette chronique en ligne avec nous depuis Paris, Gérard Rabinovitch. Gérard, bonjour et shalom. Bonjour. Content de vous retrouver. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes chercheur et philosophe du politique, mais aussi directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas, essayiste. L'Institut Emmanuel Levinas, c'est évidemment celui de l'Alliance israélite universelle à Paris. Vous êtes essayiste et encore auteur de nombreux livres, dont le dernier paru en 2018 s'intitule Leçons de la Shoah. Il était paru aux éditions Canopée en France. Et puis vous dirigez aujourd'hui un ouvrage collectif qui va paraître en février, donc dans un peu plus d'un mois, aux éditions Hermann, dans la collection Questions sensibles, sous le titre Crise de l'autorité, crise de la vérité, avec un sous-titre qui, je dois le dire, en dit déjà long, y compris sur les thèmes que nous allons aborder. Ce sous-titre, c'est Désagrégation du politique. Gérard, cette crise de la vérité et ces offenses permanentes au sens véritable, ce qu'on pourrait appeler de la dignité des mots, tout comme aux faits historiques les plus établis, on les trouve malheureusement très fréquemment, d'abord dans les grandes organisations internationales comme l'UNESCO et l'ONU, notamment dès qu'elles abordent le dossier israélo-palestinien et la question du statut de Jérusalem. C'est ce qu'on a vu ces dernières semaines avec le vote tout à fait scandaleux et très largement majoritaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant la capitale 3 fois millénaire d'Israël du mot arabe de Al-Quds et déniant tout lien, attache ou passé juif ou hébraïque avec Jérusalem. Comment analysez-vous ces dénis abyssaux de la vérité dans des organisations qui sont a priori respectables ? Il faut rappeler ce qui s'est passé quand même à nouveau le 1er décembre. Les gens l'ont peut-être à l'esprit, mais pas tous. Vote à l'ONU d'une résolution dite de Jérusalem, à l'initiative de l'autorité palestinienne de quelques suppôts et soutiens divers, résolution dans laquelle le mont du Temple est mentionné sous le nom, le seul syntagme, de Haram al-Sharif. Le nom arabe Oui, avec une précision en anglais, in word, pour en souligner l'unicité de l'appellation et donc l'intentionnalité de l'emploi. Ce vote rebondit avec celui de l'UNESCO en 2016. Il y a eu 2 votes, en avril et en octobre en 2016, qui visaient à faire du mont du Temple un site uniquement islamique et qui occultait déjà le lien historique du peuple juif avec celui-ci à Jérusalem, et puis, par avalanche, tous les récits de linéament du christianisme. L'effacement terminologique du mont du Temple, c'est pas une simple dispute lexicale négligeable, c'est pas une cuistrerie. Il s'agit là d'un réaménagement sémantique, d'effacement de l'histoire, une manière soft, mais une manière de négationnisme. C'est une récurrence de la geste de l'empereur Hadrien en 135, lorsqu'il renommait Jérusalem en Aelia Capitolina, comme on sait, qui faisait du temple un temple dévolu à Jupiter, et qui fit de la Judée une province de Syrie sous le nom de Palestina, d'après le nom des Philistins, qui n'est pas une affaire nouvelle donc dans le procédé. C'est aussi un procédé qu'on retrouve bien établi sous le régime stalinien, qui effaçait sur les photos les personnages politiques devenus inconvenants pour le pouvoir communiste.
129 pays ont voté à l'ONU cette résolution, dont la France, comme elle le fit à l'UNESCO en 2016. 11 pays ont voté contre, 31 se sont abstenus. Parmi ceux qui ont voté cette résolution, combien se laissent abuser en connaissance de cause et en mauvais calcul donc? En votant une telle résolution, tous ces pays portent atteinte à un des opérateurs de culture et de cognition nécessaires à la démocratie, celui de la vérité historique. Ils l'affaiblissent en posture d'exemplarité internationale. La presse, ces jours-ci, là, pour la critiquer, dénonce la politique de Poutine qui tente de réécrire l'histoire de l'Union soviétique et la presse condamne la fermeture de la Fondation Mémorial qui archivait les crimes soviétiques et l'histoire du Goulag. Pour autant, pas un mot d'alarme sur ce qui s'est passé à l'ONU. Je me souviens d'une visite officielle dont je faisais partie, une visite universitaire qui avait été faite il y a quelques années au campus de l'université Al-Quds. Au milieu du campus, il y avait un bâtiment qui voulait être le pendant palestinien de Yad Vashem, un mémorial aux martyrs de la cause. Parmi eux, les tueurs de Maalot étaient élevés à la dignité de héros. Et puis un dépliant était distribué aux visiteurs qui évoquait Jésus, le Palestinien, inward, comme on dit à l'ONU, victime des mêmes supposés criminels transgénérationnels et transhistoriques. Il faudrait penser l'événement du vote à l'ONU comme une espèce de défaite consentie de la pensée. Et c'est un effet de quelque chose qu'on pourrait appeler le palestinisme, de tout ce que la palestinophilie a décelé, démembré, mis en délitement dans les paramétrages laborieusement acquis du travail de culture. Ce travail de culture, le Kulturarbeit, comme l'évoquait en majesté Sigmund Freud. D'abord la vérité historique, saccagée, qui consonne avec tous les palihouderies de la propagande palestinienne, mais aussi l'éthique cognitive. Lorsque des actes définissables selon les codes de guerre comme terroristes sont réhabillés en légitimité absolue de résistance, dans un déni de tout ce qui est fait la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ou encore l'héroïsme, en figure idéale et identificatoire de la résistance, qui perd avec le palestinisme toute sa noblesse d'évocation pour n'être plus que sa grimace de violence en étalon de promotion. Quel héroïsme à Maalot, comme quel héroïsme du tireur de roquettes derrière les boucliers humains des écoles, des dispensaires, des blocs d'habitation populaire. Sont là parmi quelques autres chapitres ce qui devrait être mis en lumière de cet effet palestinisme dans la culture. Peut-être est-ce aussi également un effet favorisé en Occident par une ambiance délétère de relativisme. En histoire, par exemple, ça voudrait installer que l'histoire ne se résume qu'à une simple narrativité rejetant ses aspirations à la vérité. C'est une thèse postmoderne dont une des figures est Hayden White, qui a été bien affirmée par l'historien Carlo Ginzburg. En tout cas, on notera qu'elles sont concomitantes d'époque et que ça fait un signe qui mérite d'être sondé. Et alors, on retrouve encore cette confusion verbale et aussi cette dénégation ou des parallélismes aberrants, dénégation des faits historiques les plus établis dans le mouvement des anti-vax français européens et au sein de la frange des complotistes, quand ils accusent les juifs d'être de trop près liés à la pandémie du Covid, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et aussi à sa gestion, et aussi quand ils osent dire, comme ça a été le cas ces derniers mois, que les mesures anti-corona du gouvernement français, par exemple, comme le passeport vert, constitueraient un marquage ségrégationniste et qu'il serait aujourd'hui, ce passeport, l'équivalent du statut des Juifs sous l'occupation nazie de la France qui fut imposée par Vichy. Alors, ça aussi... C'est très juste, je viens de parler de l'ambiance délétère du relativisme. Il y a aussi celle de ce comparatisme d'estrade et de rade. Rade, c'était comme ça qu'on appelait les bistrots dans mon enfance à Ménilmontant. C'est une sorte de degré zéro de l'intelligence métaphorisante. C'est un genre assez banal,
mais qui en effet, comme vous le soulignez, a pris des proportions et des consonances qui font elles aussi symptômes dans cette période de crise sanitaire. Ça témoigne d'un démaillage, d'une absence, d'un déficit, d'une perte des paramétrages de la raison. Bon, je ne vais pas inciter sur les complotistes, sur leurs fake news, sur leurs poisons, sur leurs composantes antisémites. On ne va pas les répéter parce qu'elles procèdent d'un même patron depuis les antiquités païennes. Ce qui est plus préoccupant, c'est ce que vous avez évoqué en deuxième partie, c'est d'ailleurs ces rhéteurs de lucarne, ceux qui s'exhibent dans les rues pour être vus ensuite au reportage TV et ceux qui fanfaronnent sur les plateaux des chaînes d'information continue ou alors sur Twitter. Ces anti-vax, ces anti-passes sanitaires, ces anti-passes vaccinales, pseudo-anards, rebelles de pacotille, phobiques de l'autorité ou alors d'authentiques anxieux, peu apaisés par les palinodies des décideurs qui ont été pris au dépourvu de la crise inattendue et inédite, mais qui n'ont pas su faire mieux que d'être des techniciens de la pensée de com et puis de la pensée d'administration, tout le contraire d'une vraie politique dans la gouvernance. En fait, ils n'ont pas pour autant, d'ailleurs, pu dissimuler leur cafouillage, qui était compréhensible, admissible, ni cacher leur arrogance, qui, elle, était certainement injustifiée. Mais ce qui est à observer, c'est que tous ces rebelles anti-étatistes, au lieu de pointer les déficits d'une gouvernance dont on attend des performances tangibles, baignant depuis l'après-guerre dans un bain saumâtre que tout État serait par nature fasciste, vont s'habiller avec grandiloquence, en effet, de ce que vous avez évoqué, ces signes relatifs au dispositif de contrôle en vue de l'extermination des Juifs. On l'a vu à l'été dernier, en juillet, dans les manifestations assez massives contre les passes sanitaires, où d'une façon ou d'une autre, diverses, était comparé le pass sanitaire au port de l'étoile jaune, où s'affichaient des annonces anticipatrices de prochaines rafles de non-vaccinés, ou bien a été évoqué Auschwitz sous la formule « le pass rend libre » par référence connotative au travail rend libre au fronton du camp, ou encore par la nomination du pass sanitaire en pass nazitaire. Bref, ces jours-ci, il y a quelques jours, un prof de philo, membre du Conseil supérieur de l'éducation, c'est pas rien comme responsabilité, qui soutenait d'ailleurs des remarques assez pertinentes par ailleurs sur des questions relatives à l'éducation qu'on pouvait partager, c'est vautrer dans une comparaison entre le vote des députés pour un pass vaccinal, qui doit avoir lieu, avec celui du statut des Juifs à Vichy. Je le cite. Ceux qui voteraient le pass vaccinal sont les dignes héritiers de ceux qui ont voté le statut des Juifs, rien que moins. Voulant pousser la rhétorique de la caricature polémique, ils sont dans une confusion assez abjecte. D'abord parce que, faut rappeler quand même, il ne sait pas de quoi il parle. Les deux lois du statut des Juifs n'ont jamais été présentées au Parlement. Elles émanaient directement du gouvernement de Vichy. Absolument. Deuxièmement, parce que associer le pass vaccinal au statut des Juifs, c'est par retour cognitif de l'effet rhétorique recherché rendre dérisoire le statut des Juifs. De même d'ailleurs que mettre en équivalence la nécessité d'un pass sanitaire avec l'étoile jaune, ça introduit la mise en équivalence d'une vaccination pour la vie avec un marquage pour la future mise à mort. Où est-ce qu'on est là ? Aucun de ces rebelles histrioniques n'ont pu penser que s'il y avait une comparaison, par exemple, qui pouvait avoir un sens oui. Sur la restriction de la liberté de circulation, c'était du côté des portiques de sécurité dans les aéroports qu'il fallait regarder, dans les portiques de détection, les fouilles standardisées, les parcours balisés. C'est devenu un passage obligé depuis 1973 du fait des attentats de l'Aude, des détournements d'avions. Tout le monde s'y plie et c'est encombrant, mais c'est pas une atteinte à une liberté de voyager. Il faudrait s'interroger sur ce point aveugle et sur ce double bind qui est interdit de voir de ce côté-là et au contraire va aller chercher des récurrences là où non seulement elles ne sont pas, mais en même temps dégradent la connaissance collective.
Alors, autre arène où se manifeste avec beaucoup de virulence ce que vous appelez cet empire du faux, cet empire contemporain du faux, la scène politique française totalement focalisée aujourd'hui autour de la candidature du journaliste Éric Zemmour aux élections présidentielles françaises d'avril prochain, comme tout le monde le sait. Alors, en quoi Zemmour et son discours, sa posture ou ses postures seraient-elles l'une des figures de cet empire du faux? Pour moi, il ne s'agit pas de l'étonnante candidature d'Éric Zemmour. Je ne parlerai pas de celle-ci, sauf peut-être à dire qu'elle fait symptôme aussi. Symptôme de ce que Gramsci, déjà dans les années 20, évoquait, des mauvaises réponses à de bonnes questions. Si candidature de Zemmour il y a, la faute en incombe à ceux qui esquivèrent, contournèrent, stigmatisèrent les bonnes questions. À gauche comme à droite d'ailleurs, par bêtise ou par pusillanimité, par trahison ou par arrogance. Bref, non, ce qui nous importe et ce sur quoi il convient de revenir, c'est sur ces déclarations concernant Vichy et Pétain. Elles ont pris corps dans le Suicide français, paru en 2014, et il les répète depuis comme un mantra ou comme une page blanche. Pétain aurait été le sauveur des Juifs en France, ou des Juifs de France. Il aurait livré les Juifs étrangers pour mieux protéger les Juifs français d'anciennes souches. Ça a toujours été l'argument de défense des pétinistes dans l'après-guerre. C'est une chose à voir. Il faut noter, je voudrais noter, avant de revenir là-dessus, que dans le même ouvrage, il écrit quelque chose qui met la puce à l'oreille. Il écrit ceci. En cette année, je vous le lis, en cette année 85, Claude Lanzmann imposait par le cinéma le mot Shoah qui remplaçait Holocauste, un mot hébreu à la place d'un vocable français, pour mieux enraciner le caractère à la fois unique et juif du génocide qui devint un élément central, parfois obsessionnel, de la psyché juive, faisant des juifs français une caste d'intouchables et du génocide la nouvelle religion obligatoire d'un pays déchristianisé. Il faut avoir écrit ça. Holocauste, par ailleurs, vocable français, du grec holos, entier, et de kautos, brûlé. Enfin, passons. Bon, c'est comme Éric, un prénom français, c'est scandinave, ou Gérard, c'est germanique. Il y a beaucoup de légèreté dans tout ça. En fait, il fait son marché à une mauvaise étale. Il récupère là, pour son bénéfice argumentatif, des propos intellectuellement orduriers tenus dans Libération en 2020 dans une tribune titrée La Shoah comme religion, où une dame, Esther Benbassa, soutenait que la Shoah était une religion séculière. Je vous lis, parce que il faut le rappeler ces choses-là, je vous lis un extrait du texte d'Esther Benbassa. La nouvelle religion séculière a besoin d'exégèse, comme l'ancienne. Livres, mémoires, témoignages, colloques, commémorations étoffent son contenu, lui donnent une assise. Ces entrepreneurs publics veillent sur son temple. À la pratique religieuse, au devoir du culte, se substitue l'incontournable devoir de mémoire. L'unicité de la Shoah est offensivement brandie, quitte à occulter d'autres génocides, âprement distingués de celui des Juifs. Elle joue un peu le rôle, dans cette nouvelle religion séculière, de l'élection du peuple juif dans la religion traditionnelle. Ce que je veux dire, c'est que, bon, ici, il fait son marché à de mauvais états, il y a quand même quelque chose d'une cohérence, ou d'une étrange concomitance dans son ouvrage. On se demande ce qu'il vise lorsqu'il soutient Pétain et qu'il parle ainsi et qu'il reprend, en le récupérant, ces propos-là concernant la Shoah. Il y a des travaux d'historiens sérieux quand même. Je veux dire, on attend ça ça sert à ça, le travail de la recherche. Il y a les travaux, par exemple, de Laurent Joly, qui ont du poids, qui ont du sérieux, qui ont de l'humilité aussi, pas comme certains tâcheront en mal d'ego. Mais Laurent Joly décrypte bien ce que fut l'intrication de la politique anti-juive de Vichy et le projet d'extermination des Juifs comme un début de guerre des nazis. Il nous reste 2 minutes, Gérard. Donc il rapporte quand même que des témoignages indiciels qu'à l'été 42, le noyau décisionnel de Vichy avait bien connaissance, sans peut-être en avoir tous les détails, du sort des Juifs envoyés à l'Est.
le journal de Paul Morand, Benoît Méchain, les témoignages rapportés de Berlin par un agent des renseignements généraux, Sadorski, jusqu'au journal du chef du cabinet civil de Pétain, André Lavagne, que rapporte Bénédicte Vergès-Chéniaud. C'est autant de petits cailloux qui mènent à comprendre que Vichy ne collabora pas avec l'Allemagne nazie, elle coopéra pleinement à un projet d'extermination. Alors pourquoi Zemmour joue-t-il sur cette jointure Je pense, quand on l'écoute, ce qui vient à l'esprit, on pense à Irène Nemirovsky, par exemple, qui est morte à Auschwitz, qui aimait la France très légitimement, qui écrivait quand même dans Gringoire, le journal Collabo, mais qui ne sont pas, il y en a pas un d'entre eux qui leva le petit doigt pour elle, qui fut baptisé, qui sollicita directement à Pétain son soutien, ça ne l'empêcha pas d'être raflé le 13 juillet 42 par des gendarmes français, et c'est bien l'institutrice française Dizzy Levesque qui cacha ses filles et qui put rééchapper à la déportation. On pense à un écrivain comme Mikhail Sébastien, j'aurais aimé en parler, mais on n'a pas le temps. Ceux qui passent ou qui négligent ou qui sont désinvoltes par rapport au fait que Zemmour peut sortir des choses comme ça, parce que c'est du même acabit. Passer par-dessus, c'est du même acabit que ceux qui votent les résolutions à l'ONU effaçant l'histoire du peuple juif. Une parodie et puis une satire de la part de Madiano, mais qui cesse un peu de l'être avec notre polémiste. Là. Merci pour votre pertinence, votre disponibilité, et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés, et j'espère à la semaine prochaine, et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de notre chronique. Merci beaucoup et à bientôt.